Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Si vous avez vécu quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous semble relever de l'ordre du paranormal, eh bien, cette émission vous est entièrement consacrée, témoignages jusqu'à minuit. Venez poser des questions aux spécialistes qui vont m'accompagner durant cette heure et demie. Deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez, par une manière classique, composer sur votre téléphone le 0826 300 300. 0826 300 300, nous appelez directement, vous arriverez à notre standard. Morad est là pour vous écouter, recueillir vos témoignages et ensuite pour que vous puissiez passer à l'antenne, nous raconter ce que vous avez vécu avec l'écoute attentive de votre serviteur, bien entendu, de Pierre Massias et de Renaud Évrard qui étaient déjà avec moi hier soir. Donc si vous avez quelque chose dont vous pensez que vous êtes le seul à l'avoir vécu, vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un de déréglé, voire même de fou, eh bien, rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul ou seul à avoir vécu un phénomène paranormal. C'est même relativement courant, mais malheureusement, pas grand monde n'ose en parler et à ma connaissance, en termes de radio, nous sommes la seule émission sur Sud Radio en France à accorder un temps de parole et à accorder également un temps d'antenne conséquent à l'étude scientifique des phénomènes paranormaux. Mes invités donc, comme hier soir, Pierre Massias, bonsoir. Bonsoir Louis. Voilà, c'est mieux avec le micro. Pierre, avant de parler de l'expérience que nous allons proposer à nos auditeurs et auditrices tout à l'heure, parlons un petit peu du site. Les deux émissions, celle d'hier et celle de ce soir, seront en ligne sur psiland.org, prêtes à être téléchargées aux environs de mercredi ? Non. Disons que l'émission d'hier soir est déjà en ligne. Ah, quand même ? Et voilà. Ah, et oui. On aura l'émission de ce soir... disons mardi pour être sûr, normalement demain soir. Ouais. On a un staff technique qui bosse extra, vraiment super. Normal. Très bien. Donc j'en profite pour vous rappeler donc le nom du site internet officiel des aventuriers de l'étrange, Psiland, P-S-I-L-A-N-D, psiland.org. Vous pouvez télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange sur ce site ou les écouter directement sur internet. Renaud Évrard, membre du groupe des étudiants de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Renaud ? Très bien, toujours. Bon, nous allons donc avec vous parler tout à l'heure d'un projet imminent qui va voir le jour à l'IMI. C'est une ligne qui va être réservée à ceux et celles qui auront vécu quelque chose de paranormal ou qui veulent avoir des réponses à leurs questions. On en parlera tout à l'heure un peu avant la fin de l'émission, si vous le voulez bien, Renaud. Très bien. Bon. Juste avant de conclure la présentation de cette émission, Pierre, une annonce. Nous allons tenter ce soir une expérience qui aura valeur de test pour après une expérience un petit peu plus conséquente, je dirais, fin de cet été, voire même à la rentrée. On va faire appel aux capacités psy de ceux et celles qui nous écoutent. Voilà, dis-nous-en un petit peu plus. Alors, ce soir, on va essayer une expérience, comme on avait essayé une expérience de télépathie, dont les résultats commencent à être sur le site Psiland, donc sur la page des aventuriers. Je vais commencer à rédiger quelque chose et mettre en ligne quelque chose, au moins maintenant les protocoles. Et très prochainement, là, dans les jours qui viennent, il y aura les résultats globaux.
Chacun des participants d'ailleurs pourra avoir ses propres résultats, mais de manière anonyme bien sûr. Donc dans la lignée des expériences, l'idée a germé très récemment, je dirais, d'essayer une expérience de psychokinèse en direct. C'est-à-dire le pouvoir, avec l'esprit, de pouvoir influencer soit un générateur aléatoire, influencer la matière. Voilà. Alors, la matière, qu'elle soit inerte ou qu'elle soit biologique. Ouais. En l'occurrence, ce qu'on va essayer ce soir, c'est d'influencer un générateur aléatoire. Ouais. Donc l'influence d'un système matériel, électronique, inerte entre parenthèses, parce que c'est de l'électronique, il y a pas mal de mouvements à l'intérieur, mais du mouvement électronique. Et donc on a ce soir ici un générateur aléatoire, un vrai. Et il ne s'agit pas d'un générateur aléatoire fourni par un PC, pseudo-aléatoire, mais il s'agit bien d'un aléatoire avec des phénomènes d'ordre quantique au niveau électronique. On passe rapidement sur les détails techniques parce que là, je commence déjà à ramer. Bon, c'est le même type de générateur utilisé par Roger Nelson, par exemple, dans son expérience Global Consciousness Project. Donc, il a réparti un certain nombre de générateurs aléatoires autour de la planète pour essayer de détecter des modifications de comportement de ces générateurs en fonction des émotions que vivent des événements et des émotions que suscitent ces événements. D'accord. Alors, pour ce soir, donc pour ce soir, ça va se passer comment? On va demander aux gens de se concentrer à partir d'un moment. Voilà. Alors, à des moments choisis. On demandera aux gens de se concentrer donc sur le studio, sur nous, pourquoi pas. Le but du jeu, enfin comme on est à la radio, on n'a pas l'image, les gens ne voient pas cet objet-là qui est très petit. Ça se branche directement sur un micro-ordinateur. Ça a comme dire en dimension quelques centimètres de côté. C'est donc très petit, mais on le voit pas. Donc on va essayer, on va demander aux gens d'essayer de se concentrer sur l'environnement. D'ailleurs, une idée de la psychokinèse, c'est que on n'influence pas forcément un objet cible extrêmement bien défini, mais on va influencer un système dans sa globalité. Donc on va plutôt chercher à influencer un environnement, une sphère, un espace. Donc, on va demander aux gens de se brancher sur l'espace du studio et d'essayer de dire générateur aléatoire, je veux que tu fournisses davantage de 1 que de 0. D'accord. Alors, on va introduire cette idée. Ce générateur aléatoire, au final, va fournir des valeurs numériques 0 ou 1. Et le but du jeu, ça va être de fournir davantage de 1. Davantage de 1. Donc, lorsqu'on va donner le top départ d'ici une demi-heure, 20 minutes de l'expérience, pendant 1 minute 30 à peu près, on passera on passera une musique relaxante, on va dire, à l'antenne, et les gens pendant ce temps-là vont se concentrer sur nous, là sur l'espace du studio, sachant qu'il y a un générateur aléatoire, une machine, une bestiole, qui fabrique des 0 et des 1 de manière tout à fait aléatoire, donc, et qu'il faut qu'ils se disent, je veux que cette machine fasse des 1. Voilà. On est d'accord? On est d'accord. On en reparlera tout à l'heure, on donnera les règles d'ici une vingtaine de petites minutes, une petite demi-heure. On va faire ce test pour voir un petit peu ce que ça donne. En revanche, est-ce qu'on aura les résultats immédiatement après, un petit peu après? J'aurai les résultats immédiatement sous les yeux. Voilà, parfait. Comme ça, on pourra vous dire, ça a marché ou, non, désolé, ça a pas marché. Voilà. Il n'y a pas d'auditeur capable de faire de la psychokinèse parmi vous. On dira, ce coup-ci, ça n'a pas marché. Bon. On fera mieux la prochaine fois. Renaud Évrard, est-ce que vous allez vous concentrer et tenter l'expérience également? Pourquoi pas. Je dis, hein. Ouais, je vous sens réticent sur ce coup-là. Moi, je me sens pas très fort là-dessus, mais bon. Comme tout le monde, hein, pourquoi pas. Ok. Nous allons découvrir un premier témoignage dans quelques instants. Le temps pour moi de vous rappeler que samedi et dimanche prochain, donc, je serai en direct depuis le Salon du livre ésotérique et philosophique de Condom. Ce sera dans le Gers. Il y aura 10 conférences sur les 2 jours. Il y aura également 2 expositions sur la calligraphie arabe et les mandalas. Durant ces 2 jours, Condom et le cloître qui va abriter donc ce Salon du livre ésotérique et philosophique sera
sera transformée en plus grande librairie ésotérique de France. Et je serai en direct donc de ce lieu samedi et dimanche avec de nombreux invités qui vont se succéder à l'antenne dans les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300. Si vous avez vécu quelque chose qui, d'après vous, est de l'ordre du paranormal, vous appelez Morad, qui est au standard, qui attend vos témoignages, et ensuite vous passerez à l'antenne. Sud Radio. Témoignage. Paul, bonsoir. Bonsoir, oui. Ma chère Paul, je puis me permettre de vous appeler ma chère Paul, car vous êtes déjà passé à l'antenne. Oui, plusieurs fois, oui. Et là, vous nous avez laissé un message, vous m'avez laissé un message sur la boîte vocale des aventuriers de l'étrange, puisque hier soir, nous avons eu un témoignage concernant une apparition. Tout à fait. Et là, vous m'avez appelé pour me dire, écoutez, il se trouve que moi aussi, j'ai vécu un phénomène d'apparition tout à fait particulier. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Bien sûr que je peux vous le raconter. Alors. Ça s'est passé le 25 mars 1995. Parce que je vais vous dire que je note tout ce qui m'arrive, je le note. Ça, c'est une très bonne chose déjà. Alors, ça s'est passé ce jour-là à 10 heures. J'étais dans mon appartement, la porte vitrée était fermée, plein soleil, et soudain, le corps astral d'un homme entre. Il ne touche pas terre pour marcher. Oui. Il est comme un nuage. C'est un homme, mais nuageux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, on reconnaît que c'est un être humain. Ah oui, on voit la personne. On voit son visage. On voit son visage. On distingue les traits de son visage. Tout à fait. Oui. Il est habillé, il a... Ah non, ça, je peux pas dire qu'il est habillé. J'aurais tendance à dire qu'il est nu, parce que c'est nuageux, Oui. mais c'est avec des bras, des jambes. Quand il marche, il ne touche pas terre. Oui. Et il s'approche de moi. Est-ce que vous pouvez nous définir une couleur ? Ça serait comme une fumée très épaisse. D'accord. Alors c'est poivre et sel, si vous voulez, c'est noir-blanc. Oui, dans les teintes de gris-blanc, quoi. Voilà, ou gris-blanc plutôt, oui. Oui. Comme... Oui, d'accord. Comme les ombres qu'il peut y avoir sur une fumée qui se déplace ou sur quelque chose d'un peu nuageux. Voilà, tout à fait. D'accord, je vous suis. Alors, très bien. Donc, ce corps traverse la baie vitrée, c'est ça ? Traverse la baie vitrée. Oui. Il vient vers moi, je le regarde marcher, il ne touche pas terre. Il s'approche de moi, face à moi. Il pose ses mains sur mes épaules. Et je peux vous dire, ses mains étaient des étaux, avec une force terrible. Si bien que je me suis dit, malgré qu'il soit devant moi, je pensais, mais il m'a mis les épaules en bouillie. Oui. J'ai regardé mon épaule droite et gauche, mais elles étaient intactes. Et là, je lui ai posé une question, je lui ai demandé quel était son nom. Il m'a répondu avec une très belle voix, Sidonin. 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 Et il a ajouté, mais je ne suis pas libre. Il m'a embrassé sur la joue gauche, toujours avec une très grande force. Après, il a lâché mes épaules, il m'a tourné le dos et toujours en marchant sans toucher terre, je le regarde partir. Il a traversé le mur opposé à la porte. Et évidemment, je ne l'ai plus revu. Oui. Alors, si Sidonin écoute Sud Radio, j'aimerais bien qu'il me téléphone, parce que normalement, quand on se décorpore, on se souvient de qui on rencontre et où. Alors attendez, là c'est votre interprétation. C'est mon interprétation. On n'est pas forcé de la partager.
Alors, j'aimerais vous poser toute une série de questions pour éclaircir plusieurs points, si vous le permettez, Paul. Bien sûr, bien sûr. Quand vous dites « il ne touchait pas terre », j'imagine très bien ce que vous voulez dire, mais à quelle hauteur était-il? Est-ce que vous avez réussi à le définir? Bah, écoutez... Je veux dire, quelques centimètres, 50 centimètres, 1 mètre Ah non. Je dirais 15 centimètres. D'accord. Ouais. Mais il faisait l'action de marcher quand même. Oui, il marchait. Hein? Il marchait. Très bien. Il marchait. Et vous l'avez vu de très près, puisque il a posé ses deux mains sur vos épaules, il était donc face à moi, il était vraiment face à vous. Vous étiez debout à ce moment-là? Debout. Donc, vous l'avez vu de très près. Bien sûr. Son visage était toujours dans cette tonalité brumeuse? Ah oui. Oui. Toujours. Vous, disons que si on vous demandait, vous savez, comme on le fait souvent lors de témoignages dans des affaires criminelles, des choses comme ça, de faire un portrait robot, vous seriez capable de le faire, de dire il avait un grand nez, un petit nez, des lèvres fines, plutôt charnues, une mâchoire épaisse? Je pense que oui. Mm-hmm. Oui, je le vois là, avec un nez assez important, mais sans trop quand même. Hein. Mm-hmm. Oui, ça je le vois. Vous seriez capable mais je donc... ne connaissais pas. Hein. Voilà, ça ne vous rappelait... Non. Je ne connaissais pas. Ça ne vous rappelait aucun visage familier, quoi, vraiment? Non, aux personnes. Oui. Et quant à ce prénom, Sidonin? Je ne connais personne qui se prénomme Sidonin. Personne. Cela dit, c'est très rare comme prénom. Enfin, personnellement, j'en connais aucun. Moi non plus. Je pense que c'est des anciens prénoms. Oui. Là, le prénom, non. C'est la raison pour laquelle je lance un appel. Oui, et vous faites fort bien, ma chère Paul. Alors, une dernière question avant de laisser la parole à Renaud Évrard et à Pierre Massias qui sont à mes côtés. Lorsque vous l'avez vu arriver, ou alors vous n'en avez pas parlé lorsque vous nous l'avez raconté. Pas de sensation d'étonnement, de frayeur, de peur, de surprise même? Même pas. Je suis restée relax, là. Je l'ai regardé arriver. Oui. Mais vous savez que je vous ai raconté en même temps qu'en 94, j'ai eu 2 autres expériences. Je vous l'ai dit. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Des expériences de quel ordre? Rafraîchissez-moi la mémoire. Je vous les ai racontées en même temps. Alors, en septembre 94, là, par contre, je suis réveillée par des bruits du style... Oui. Mm-hmm. Bon, alors, je me réveille, bien sûr. Je regarde d'où viennent ces bruits. Je ne vois personne. J'allume la lumière et plus rien. Et le 18 novembre 1994, oui. C'est-à-dire un an avant, mm-hmm. à 3 heures, je suis réveillée. Je me réveille plutôt. Mais je vois à ma droite un homme accroupi que je ne connais pas. Je le vois comme en plein jour. Oui. Et là encore, je le regarde, il me regarde. Et à un moment donné, j'ai décidé d'allumer la lumière et plus rien. Alors, est-ce que cet homme a un rapport avec celui qui est venu me voir en 95, au mois de mars? Mm-hmm. Je ne sais pas. En tout cas, si vous n'établissez pas de rapport... Non. Parce que je ne connaissais pas du tout. Oui. Il m'est arrivé ces expériences. Les visages, il n'y avait aucune relation, il n'y avait pas de ressemblance entre les deux, je veux dire. Ou alors vous ne vous en souvenez plus? Je dirais le visage, oui, par contre. Le visage, oui. Mm. Mais bon... Oui. C'est ancien, c'est difficile. Oh non, je m'en rappelle, je le revois tout ça. Non, je me souviens. Mm. Je passe la parole à Renaud Évrard. Renaud, une première analyse sur ce qu'a vécu Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous avez un vécu assez étonnant. C'est vrai que c'est rare des personnes qui peuvent comme ça contempler une apparition, qui ont même une interaction directe rapprochée avec elle.
Mais il y avait juste quelques questions. Vous dites que ça s'est passé à 10h, c'est 10h du matin, hein, vous êtes précise comme ça. Oui, d'accord. Tout à fait, donc vous étiez déjà réveillé depuis quelques heures ou... Oui, bien sûr. Et c'était plein soleil. Ce jour-là, il y avait un grand soleil. D'accord, donc ça a duré à peu près 5 minutes selon vous, ou quelque chose comme ça ou... Oh, peut-être un peu plus. Un peu plus? Ah oui, peut-être un peu plus. Le temps qu'il marche, qu'il vienne à moi, qu'il pose ses mains, que je lui parle, qu'il me parle, et ensuite qu'il m'embrasse, qu'il me lâche les épaules et qu'il reparte parce qu'il marchait tranquillement. Vous voyez, c'était pas de la vitesse. Mais vous étiez comme aussi figé là ou... Pardon? Assez paralysé à ce moment-là ou... Si. Vous? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais tout à fait relax. C'est étonnant, c'est justement étonnant que vous ne preniez pas peur ou que vous reculiez pas. Moi, ça m'étonne. Non, parce que je vous l'ai déjà dit lors d'autres émissions, je suis quelqu'un habitué à ce genre de choses. Voilà. Oui. Bon. Eh ben, c'est vrai que c'est très étonnant avec tous les éléments que vous donnez sur son nom, sur l'interprétation finalement que vous faites, comme si c'était un corps astral décorporé. C'est vrai, bon, c'est une hypothèse tout à fait envisageable. C'est vrai qu'on a parlé de cas de bilocation, de choses comme ça, donc on pourrait imaginer que ça pourrait rentrer là-dedans. Pour vous, Paul, c'est un cas c'est quelqu'un qui se projetait vers vous, hein? Pour vous, votre analyse, je veux dire. Oui, tout à fait, parce que je suis quelqu'un qui, depuis toute petite, je vous l'ai déjà dit aussi, je me décorpore, même dans la rue d'ailleurs, ça m'arrive, et je suis quelqu'un qui a été somnambule depuis toute petite. Alors évidemment, tout ça ne me dérange pas en fait. Oui, et ne m'étonne pas. Oui, mais enfin, votre analyse donc concernant là précisément ce que vous avez vécu, pour vous, c'est quelqu'un qui est venu vous voir, qui s'est décorporé et qui est venu jusqu'à vous, quoi. Voilà. Hein? Pour moi, oui. Ouais. Pierre, qu'en penses-tu? Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre. J'ai du mal à visualiser tout ça, à envisager une raison, un contexte. Je me sens un petit peu démuni, un petit peu comme il me semble Renaud. J'avais pensé sans doute comme toi, Renaud, à un moment à la paralysie du sommeil. Oui, mais ça pourrait marcher pour les 2 premières expériences où on est pas mal entre rêve, réalité, entendre des bruits ou voir quelque chose, puis dès qu'on prend un peu plus conscience, qu'on se réveille, là, tout disparaît. Quand j'allume la lumière, ça disparaît. Mais le temps que je suis restée dans le noir, c'était toujours là. Et pour vous, ça n'a aucune signification particulière. Vous ne pouvez pas l'associer à une connaissance, quelqu'un que vous auriez connu dans le passé, quelqu'un que vous auriez connu après, peut-être? Non plus, non. Non, je vois pas du tout. Vous nous dites que vous vous décorporez facilement? Oui. Est-ce que vous pourriez encore à l'heure actuelle? Oui, ça arrive. Si je vous demandais de nous raconter votre dernière décorporation, ce que vous avez fait. En fait, je vois avec les yeux de mon double. Ça se passe dans la rue et j'ai les yeux au-dessus du sol, c'est-à-dire je suis très petite. Ou alors, je suis très grande et je suis à hauteur à peu près du 1er étage. Alors, je vois depuis en haut. Mais évidemment, la décorporation comme ça dans la rue, moi j'appelle décorporation, mais je ne sais pas si vous l'appelez de la même façon, parce que en fait, je vois avec les yeux du double, mais je ne suis pas comme certaines personnes qui disent qu'elles sortent de leur corps. Tout ça, non, je ne le connais pas. Moi, je ne sors pas de mon corps, je suis assise dans mon salon, et je me retrouve à un endroit, par exemple, dans le village de ma grand-mère. Et je vis ça vraiment dans le village de ma grand-mère et je ne suis plus dans mon salon. Et au bout d'un moment, quand mon histoire est terminée, mon dédoublement est terminé, si vous voulez, je suis de nouveau dans mon salon. Ouais.
Oui, on pourrait peut-être envisager, plutôt qu'une décorporation, un phénomène de voyance éventuellement. C'est-à-dire que vous verriez un endroit éloigné. À un instant précis où vous le voulez, tac, vous avez la perception de ce qui se passe dans l'endroit que vous avez envie de voir. Voilà. Ouais. Ouais, ce serait plutôt dans le genre voyance. Une sorte de voyance tout à fait particulière d'ailleurs. J'allais dire remote viewing, mais en général, c'est pas aussi précis que ça. Quoique, il y a des gens performants. Et ma chère Paul, vous êtes... J'ai passé un IRM parce qu'il y avait des médecins de Toulouse qui avaient deviné que j'avais des dons. Et j'avais raconté, évidemment, ce qui se passait dans les rues, etc. Et là, on m'a fait passer un IRM. J'ai rencontré 2 neurologues qui m'ont fait aussi des examens. Et le résultat a été que mon cerveau était bien, même bien, m'ont dit les médecins. Oui, normal. Tout à fait, et que je resterai une énigme. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Est-ce que vous pouvez provoquer ce phénomène lorsque vous le désirez, ou alors il arrive quand vous êtes plutôt relaxé, plutôt en période de stress, ou comment? Non, ça arrive sans que je le provoque. Hein. Ouais. Non, c'est tout à fait naturel chez moi. Non, mais je parle pas du côté naturel, mais du côté réussir à provoquer ou pas le phénomène. C'est-à-dire, si on vous dit, demain rendez-vous à 10h, et là vous ferez une tentative, vous pourrez le faire, ou ça vient quand ça vient, quoi, finalement. Ça vient quand ça vient, comme vous dites. Ouais. J'ai jamais essayé de provoquer quoi que ce soit. Ouais. Même si on m'accuse quelquefois de provoquer certaines choses. Oui. Ça m'est arrivé, par contre. Ouais. Là, c'est complètement différent. Mais écoutez, ma chère Paul, je vous propose que j'ai vos coordonnées de toute façon, et je passerai les coordonnées à Pierre et Renaud pour qu'ils puissent peut-être discuter de manière plus tranquille et plus en longueur avec vous hors antenne dans le courant de la semaine, si vous me le permettez. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très gentil à vous. Bonne soirée, Paul. Bonne soirée, Louis. Au revoir. Au revoir, messieurs. Et puis, je relance l'appel de Paul. Si Sidonin nous entend quelque part dans le Grand Sud, eh bien, à ce moment-là, qu'il nous appelle au 0826 300 300 pour entrer en contact avec notre standard, et Morad qui est là pour recueillir vos témoignages. Plus sérieusement, si vous avez vécu quelque chose qui pour vous est de l'ordre du paranormal, eh bien, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. 0826 300 300. Vous pouvez également nous envoyer des SMS 71 200, c'est le numéro pour envoyer vos SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un petit espace, vous rédigez votre texte et vous me l'envoyez. Il arrive directement sur l'écran d'ordinateur que j'ai là sous les yeux. Vous écoutez Sud Radio, il est 23h. Sud Radio. Un point sur l'information et surtout les élections législatives, Camille Cronier. Un second tour des législatives, plein de surprises. Vous êtes sur Sud Radio. Bonne soirée, bonne nuit. Tout de suite, on retrouve Louis et Pierre pour les aventuriers de l'étrange. Merci Camille, sans oublier Renaud qui est au bout du fil de l'autre côté de la France. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Dans quelques minutes, le témoignage tout à fait intéressant que nous a laissé Michel sur le 0826 300 300 cette semaine. Michel qui est de Auch, vous l'écouterez. Témoignage vraiment particulier. Elle parle d'une musique venue d'ailleurs. Nous verrons ça tout à l'heure. Vous le savez, d'ici un petit quart d'heure, eh bien, les aventuriers de l'étrange vous proposeront de participer à une expérience. Pierre, en 2 mots, nous avons un générateur aléatoire dans le studio que tu as amené tout à l'heure. Tu l'as installé, il fonctionne, il est prêt à fonctionner sans aucun problème. Il fonctionne. Et ensuite, on va demander quoi alors à ceux et celles qui nous écoutent de faire quoi? Donc d'essayer d'influencer. Le but du jeu, c'est d'influencer ce générateur aléatoire, mais sans imaginer forcément le petit objet que ça représente, mais l'environnement du studio, l'espace du studio. Bien souvent, quand on parle d'effet de psychokinèse, l'influence de l'esprit sur la matière, donc. Voilà, on envisage un effet sur un environnement. On imagine ça principalement quand on veut influencer un générateur aléatoire. D'accord. C'est un petit peu différent de quand on va demander à quelqu'un de tordre un barreau métallique. Là, l'objet est très ciblé, il est là, il n'est pas à côté.
mais on peut imaginer que l'effet de psychokinèse s'applique non pas à l'objet cible lui-même, mais à l'environnement. À l'environnement, d'accord. Et là, le générateur aléatoire donc produit des 0 et des 1. Pour pouvoir traiter ça de manière informatique, il faut parler informatique. Donc il faut avoir des nombres, et en l'occurrence 0, 1, comme la comparaison classique, c'est le tirer, c'est de jeter en l'air une pièce de monnaie, pile ou face. Voilà, donc on a deux choix possibles, 0, 1. Et pour définir un objectif, on va demander à ce générateur aléatoire de produire davantage de 1 que de 0. Très bien. Donc on va faire ça dans quelques instants. Préparez-vous, commencez à vous décontracter. Nous lancerons cette expérience qui va durer en tout et pour tout à l'antenne 1 minute. Pas plus, et c'est pas un peu court, 1 minute, Pierre? C'est un petit peu court, mais enfin on est dans une situation exploratoire, on n'est pas en situation expérimentale dure. Ici on est un petit peu... Avant d'envisager des expériences ou une gamme d'expérimentation, on définit un petit peu l'idée qu'on a, et puis on va se dire, fait des petits tests, on va voir ce que ça peut donner. Alors on fait des petits coups exploratoires qui n'ont aucune valeur de résultat définitif, mais qui peuvent amener à envisager des processus, des expériences, des genres à monter une expérience un peu plus solide, quoi. Après. Beaucoup plus solide par la suite. D'accord. Ok, donc dans quelques minutes, cette expérience sur Sud Radio, avec vous qui nous écoutez, peut-être dans votre voiture, soyez prudents quand même, si vous êtes en train de rouler, si vous voulez faire l'expérience, fermez pas les yeux lorsque vous êtes sur l'autoroute ni ailleurs, du reste. 0826 300 300, si vous avez vécu quelque chose qui vous semble être de l'ordre du paranormal, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un SMS au 71 200. Voici le témoignage que nous a laissé cette semaine sur le répondeur des aventuriers de l'étrange, une certaine Michel qui habite à Auch. Voilà, je m'appelle Michel, j'habite à Auch et voilà, je vous explique le phénomène qui se produit depuis des années dans ma vie. Ça se produit sur des appareils, ça se manifeste par de la musique. Ça a commencé par une cassette que mon fils m'avait enregistrée il y a 10 ans, concernant des chants de Noël, Tino Rossi ou autre, c'était très bien. Et de l'autre côté de la cassette, il y avait quelque chose d'un phénomène incroyable, des chants, mais d'une beauté, j'en ai encore la chair de poule, rien que de vous en parler. C'était dans une langue étrangère et j'étais très très bouleversée tellement que c'était beau, c'était indescriptible. J'ai donc dit à mon fils, j'ai dit à mon fils, où as-tu trouvé où as-tu trouvé ces chants de Noël? Et il m'a dit, ben non, je t'ai jamais enregistré ça, c'est pas possible. J'ai voulu lui faire écouter et ça n'était plus sur la cassette. Voilà. Donc l'année d'après, toujours au moment des fêtes, au moment de Noël, mon mari qui croit pas du tout en tous ces phénomènes et a entendu de son téléphone portable qu'il avait dans la poche un chant de Noël sortir. Et là, il est arrivé vers moi, blanc, j'ai vu tout de suite qu'il s'était passé quelque chose, j'étais malade, ça va pas. Et il me dit, écoute, il vient de sortir de la poche, là, de mon téléphone portable que j'avais dans ma poche, un chant de Noël. Alors il me dit, là, c'est indiscutable, c'est pas... Là, il me dit, non, c'est pas le téléphone, on n'a pas de... le téléphone était fermé. Bon. Et l'année dernière, je travaillais dans une boulangerie et je servais les clients derrière moi et il est sorti aussi une musique au moment de Noël, un chant de Noël et j'ai pensé tout de suite que c'était un stagiaire qui avait laissé son téléphone, qu'il y avait une musique qui sortait, je sais pas. Et je suis arrivée, mon patron est arrivé au même moment et je dis il est sorti une musique, mais certainement comment dit-on, pas du fax, du fax. Et il me dit, mais non, le fax, il est même pas branché. Alors donc, il s'est sorti encore un chant de Noël du téléphone. C'était pas un téléphone portable, c'était le téléphone normal de la boutique. Alors donc ça, c'est, depuis que mon neveu est décédé, à 24 ans, c'était comme mon fils, il était toujours avec moi, quoi. Et peu de temps après son décès, j'avais
perdu pour moi, avait perdu des ciseaux, mais des ciseaux très très chers qu'on achète chez le pharmacien, des ciseaux nécessaires aux ongles des pieds, enfin. Et je les avais cherchés pendant un bon bout de temps et je les ai, pour moi, perdus. J'en ai racheté d'autres. Et un matin, je me suis levée, j'ai ouvert mon tiroir de ma salle de bain, et là, le tiroir était tout dégagé, donc il y avait bien vidé de tout sur le côté. Et là, il y avait les ciseaux bien alignés, parallèles, avec les anciens et les nouveaux. Alors, j'appelle tout de suite mon mari, mes enfants, ils étaient déjà grands, ils étaient plus chez moi. Donc, il n'y avait que nous deux. J'ai mon mari, mais t'as retrouvé des ciseaux? Où est-ce que tu les as retrouvés? Il me dit quoi? Non, j'ai pas retrouvé les ciseaux. Et je l'appelle, je lui fais voir. Tout le tiroir était bien dégagé comme ça. Et là, il y avait les 2 paires de ciseaux. Et plein d'autres phénomènes dans la famille, dans la maison, depuis le décès de mon neveu de 24 ans. Quand on est en famille, il se passe toujours quelque chose. Une fois, c'est un vase qui a cassé. Voilà donc le témoignage de Michel. Alors, il y a plusieurs éléments, bien entendu, hormis cette histoire de ciseaux dont elle nous a parlé. De prime abord, comme ça, je commence avec vous, Renaud Évrard. Que pensez-vous de cette histoire de musique tout à fait étrange qui semble sortir de nulle part? Alors c'est vrai que ça peut être on a une sorte de thématique là qu'on retrouve dans plusieurs phénomènes, ouais. Mais il faudra sûrement dissocier parce que le premier phénomène par rapport à la cassette, ça m'a fait penser à quelque chose que Walter von Lucadou a déjà parlé lors de l'émission sur Sud Radio, un cas qui lui était arrivé d'une personne aussi avec une cassette comme ça où elle avait l'impression d'entendre une musique qui n'était pas du tout celle qui était enregistrée, qui ressemblait un peu à du russe, enfin quelque chose d'étrangère, quelque chose d'assez beau, et que c'était vraiment beaucoup questionné par rapport à ça. Et Lucadou a fait la démarche vraiment d'écouter la cassette, c'était le plus simple, et il s'est rendu compte que ça sonnait à l'envers, c'était incompréhensible, parce qu'en fait c'était un problème technique, physique, un défaut. La bande magnétique s'était déformée par frottement, et c'était comme retourné à 180 degrés. C'est quelque chose qui peut se produire justement avec les cassettes classiques magnétiques. Ouais. Et donc là, ça peut être tout à fait un phénomène normal. De cet ordre-là, voilà. En fait, une détérioration du support qui a fait que ça donne une musique tout à fait particulière. Mais bon, il faut le savoir, il faut investiguer un petit peu, c'est pas évident. Après, les autres phénomènes ont l'air beaucoup plus déjà pris dans une problématique plus paranormale en fait, où c'est vraiment des musiques qui surgissent. De n'importe où ou d'endroits en tout cas où elle devrait pas surgir quoi. Donc là on peut attribuer ça justement à des sortes d'apports, de sortes de psychokinèse, et ça peut corroborer justement avec un des derniers phénomènes qu'il nous a raconté sur les ciseaux. Oui. Ce qui se passe, j'ai déjà eu plusieurs cas comme ça où les gens cherchent des trucs impossibles à trouver, et il y a comme une sorte de tension intérieure qui se crée par rapport à cette recherche, et ça peut mener à la chose disparaît, puis on sort et on revient, et là elle est évidente, placée sur le bureau, tout est rangé ou dérangé, mais on les voit d'une façon évidente alors que on avait cherché à cet endroit-là, elles n'étaient pas. Et il y a comme une sorte de modification de la disposition des lieux, il y a une modification finalement de l'histoire et des objets, et ça ce serait un phénomène d'apport ou de psychokinèse en général. Et c'est finalement j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. C'est vrai que c'est paranormal par l'explication que je prends, mais c'est pas forcément le signe d'un message qui viendrait de l'au-delà. C'est-à-dire que c'est la tension intérieure qu'on recherche un objet, elle peut être chez tout le monde en fait, finalement, c'est très personnel. Mais créer comme ça un phénomène de psychokinèse, c'est-à-dire que de manière tout à fait inconsciente, ça vire les objets, parce que là, pour reprendre le témoignage de Michel, ça dégage les objets dans le tiroir, ça les repousse vraiment, et ça met en évidence cette paire de ciseaux qu'elle cherchait bien au milieu du tiroir et entièrement dégagée. En fait, oui, c'est comme une sorte de mise en scène. C'est-à-dire que généralement, c'est des objets qu'on sait où on les a rangés, et on ne les trouve plus. Ils ont déjà disparu, ils sont déjà quasiment dans une dimension, je sais pas, autre, au moins. Et du coup, leur réapparition est aussi une mise en scène. Et c'est vraiment comme cette ellipse est déjà, c'est plus seulement un phénomène physique, c'est déjà pris dans une dynamique psychologique.
Mais il y a phénomène paranormal. Ben là, c'est l'hypothèse que je prendrais parce que bon, effectivement, on n'est pas sur le terrain pour enquêter. Michel n'est même pas là pour nous décrire. Mais c'est possible. Je prendrais ce côté-là, oui. Pierre, quelle est ton analyse concernant d'abord cette paire de ciseaux, parce qu'on vient de conclure avec ça avec Renaud, avant de revenir sur la musique après. Eh bien, en fait, comme disait Renaud, c'est un genre de phénomène, d'événement qu'on va trouver assez fréquemment dans les situations de poltergeist. Un objet disparaît, on le cherche en vain, on le retrouve bien arrangé, il y a la notion de mise en scène. Quelquefois, ça va même plus loin. Quelquefois, je me souviens d'un cas où l'apport, je ne sais pas trop comment définir la notion de apport. C'est un objet qui a été perdu, qu'on n'a plus, et qui soudainement se retrouve à un endroit. Et il arriverait à l'endroit et il serait en situation totalement anachronique. C'est-à-dire genre on retrouve un peigne dans un frigo, quoi. Ça pourrait être ça à la limite, oui, tout à fait. Et aussi éventuellement même des objets qui n'appartiennent à personne. Dans des cas je me souviens d'un cas sur Valence où il s'agissait d'une mère avec sa petite fille. Il y avait c'était tout un contexte de poltergeist où il y a eu apport d'objets qui n'appartenaient pas à la famille. Voilà, c'est difficile de discuter sur ce cas-là sans avoir effectivement Michel avec nous. Et même sans discuter, ça mériterait une discussion, une investigation très longue, assez longue avec la personne elle-même. Sinon, on peut dire que ce qu'elle raconte va se retrouver dans des cas de poltergeist, dans des cas aussi où des gens ce genre de situation va éventuellement déclencher un intérêt pour le spiritisme, la transcommunication. Typiquement un vase qui se casse sans raison, mais il faut vraiment définir ce que veut dire sans raison. Et ça se discute de près, ça se discute en voyant l'objet cassé. Et en ce qui concerne la musique, alors cette musique d'abord qui apparaît sur une cassette, ensuite qui sort d'on ne sait où, elle nous a dit par exemple dans le troisième exemple qu'elle nous a donné un téléphone tout bête qui ne fait pas de musique hi-fi, quoi, qui fait pas de musique comme un téléphone portable, et d'où émane une musique tout à fait extraordinaire. On se retrouve on se retrouve à la fois. J'ai du mal à interpréter tout ça. Très franchement, j'aimerais bien discuter avec Michel. Le fait de dire que le portable n'était pas en mesure de diffuser la musique, ça veut dire que elle a entendu la musique autrement. Ça s'est passé dans sa tête. Donc ça veut dire transmission. Est-ce que c'est elle qui a produit tout simplement, qui a entendu cette musique dans sa tête sans que ça sorte de son cerveau? Ça peut être ça. Ça peut, si on prend le côté parapsychologique, ça peut être une voyance, ça peut être une télépathie. Je sens mal ce côté-là. Avec un portable, on pourra quand même, je pense, entendre la musique, même si la musique n'est pas de la haute fidélité. Ce sera quand même de la musique. Il se dit dans le domaine de la transcommunication que des gens reçoivent des messages via le téléphone. C'est extrêmement délicat, extrêmement suspect. La vérification est quasiment impossible, sans moyen juridique derrière. À la limite, il faudrait porter plainte pour un appel dérangeant, et que cette plainte engendre une étude procédure de la judiciaire ligne pour pouvoir savoir exactement d'où vient le coup de fil, s'il y a le coup de fil, etc. L'origine du coup de fil, afin de déterminer sa source paranormale ou pas. Sachant que tout ça est lié au décès d'un être proche, d'après ce que dit Michel. On est dans un contexte de décès. On est dans un contexte donc d'apparition potentielle de ce genre de phénomène. Donc de l'ordre des poltergeists. Pour la musique, pour la musique sur bande, ça m'a fait penser tout d'abord à une autre gamme de phénomènes, de personnes qui retrouvent à des moments
inattendu des musiques, des sons sur des cassettes, mais qui sont hors contexte spirit, hors contexte transcommunication, qui trouvent donc sur des enregistrements des sons, des musiques qui n'ont rien à y faire. Ouais. C'est du genre, on se promène en forêt, on met l'enregistrement en route pour enregistrer les petits oiseaux, et puis quand on réécoute la cassette, à un moment, on entend une musique extraordinaire une musique extraordinaire de beauté, ouais. Ou une musique qu'on associerait à une autre époque. Ouais. Ce sont des phénomènes qui sont des situations qui sont rapportées par un certain nombre des témoins. Ouais. Mais là, on n'est pas tout à fait quand même dans le même contexte. Il n'y a pas cette notion de décès autour de ce genre de phénomène. Ouais, ouais. Michel, donc voici quelques réponses. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin sans en discuter directement avec vous. Donc, si vous nous entendez ce soir, eh bien, appelez Morad au standard des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio au 0826 300 300. Une pause et dans quelques minutes, nous allons tenter cette expérience avec vous. Sud Radio. Louis Bénédit. Les Aventuriers de l'étrange. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, installez-vous confortablement chez vous. Nous allons vous proposer une expérience, tout de suite, une expérience de psychokinèse, c'est-à-dire une tentative avec votre esprit d'influencer la matière. Et la matière, en l'occurrence, là, c'est un générateur aléatoire qui produit de manière tout à fait aléatoire des 0 ou des 1. Et là, vous allez devoir vous concentrer sur le fait qu'il doit produire des 1. Il est dans notre studio, nous sommes là avec des micros. Pierre, on va lancer une musique, c'est ça, pendant une minute, pas plus. Hein. Une minute, je pense que ça peut être suffisant. On va répéter au moins une fois l'expérience. Ouais. En faisant quelques essais comme ça, ce sera suffisant. Bien. De toute façon, chaque tirage, ici on n'est pas avec un jeu de cartes où le tirage est long, on va faire 25 essais dans un temps pas possible. Grosso modo, le temps de 1 minute, ça va nous permettre 300 essais d'un coup. D'accord. Donc, au niveau analyse, ensuite, on aura les résultats instantanément derrière. On aura les résultats instantanément. D'accord. Mathieu, le réalisateur de notre émission, a prévu une musique. Est-ce qu'on peut l'écouter juste avant de commencer, Mathieu, s'il te plaît? Voilà donc cette musique que vous allez entendre pendant 1 minute 60 secondes, durant lesquelles vous allez vous concentrer donc sur le studio, sur l'environnement du studio, et ensuite vous allez essayer d'influencer cette machine, ce générateur aléatoire qui doit produire des 1. Ça produit en règle générale des 0 et des 1. Et là, vous allez tenter de vous concentrer, enfin pas tenter, vous allez vous concentrer pour que ce générateur aléatoire produise des 1. Vous êtes prêts? C'est parti, les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio pendant 1 minute dès que la musique démarre. Ce premier test se termine à l'instant même. Nous allons donc voir si il y a quelques résultats probants. Donc 1 minute, une petite minute, 60 secondes durant lesquelles vous vous êtes concentrés, vous qui nous écoutez, pour essayer d'influencer le générateur aléatoire qui produit des 0
des 1. Et là, vous vous êtes concentré pour que cela produise des 1. Et d'ailleurs, il y a un SMS qui est arrivé tout à l'heure lorsque Pierre, nous avons présenté ensemble le but de l'expérience, de William31 qui dit « Moi, j'ai souvent des résultats contraires à la cible. Ça va rééquilibrer le résultat. » William, vous concentrez plus. Arrêtez tout. Alors, Pierre, on se tourne vers toi pour savoir, est-ce qu'il y a eu des résultats Y a-t-il eu un effet un effet. Je sais pas, mais on pourrait peut-être dire à William qui s'inquiète pas de ses effets. En fait, j'ai été hyper surpris parce qu'au bout de 5 secondes, on était dans le vert. C'est-à-dire qu'on avait un résultat significatif. Ah bon et il s'est maintenu pendant toute la minute qu'a duré la manip. Donc là... Attends, parce que c'est assez énorme ce que tu es en train de me raconter là. Vas-y, on reprend depuis le début. Alors, le vert, c'est-à-dire c'était le 1. Pas tout à fait. C'est-à-dire que, comme j'ai un logiciel sous les yeux, évidemment, pour contrôler tout ça... Oui, qui analyse tout ça en temps réel. Voilà, j'ai un aperçu quand même de ce qui se passe, un aperçu par couleur de ce qui se passe au fil du temps. D'accord. Et donc, j'ai un panel de couleurs qui va du rouge au vert, c'est-à-dire du rouge qui n'est pas significatif, au vert qui est significatif. C'est-à-dire que la machine a été influencée. Alors, la machine n'a pas fonctionné comme elle devrait fonctionner lorsqu'elle est toute seule soumise au hasard. J'ai vu le dégradé de couleurs passer seconde par seconde et au bout de 5 secondes, on était dans le vert. C'est-à-dire que le résultat devenait significatif. Et après, il est resté dans le vert jusqu'à la fin, donc. Et puis, à la fin, je me retrouve avec un résultat significatif à 3%. La limite de ce couramment utilisé en sciences humaines, on se classe dans ce domaine-là en parapsychologie, c'est de 5%. Donc, on est en dessous du seuil. Et on peut dire, le générateur aléatoire s'est comporté de manière bizarre. Renaud Évrard, je reviendrai là-dessus quand même. À la toute fin de l'émission. On va en refaire une avant la fin de l'émission, de toute façon. Il faut tenter. Renaud Évrard, que pensez-vous de ce premier test? C'est assez sympathique. Si les gens s'y sont mis, si les résultats suivent, c'est intéressant de développer ça parce que les gens s'intéressent aux possibilités d'expérience et là on a, je pense, un matériel assez complet et puis un chercheur compétent, je pense. Bon. Donc c'est positif, encourageant, il faut recommencer. En gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais. J'attends les reproductions. L'autre scientifique carré, je même pas impressionné. Moi, j'attends les reproductions. Après le reste. Pierre, encourageant quand même. Très encourageant. Très, très encourageant. Là, je suis un petit peu dans la situation où quand on obtient un résultat, on se dit c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Alors, j'espère beaucoup que ça va se reproduire. Alors, on recommencera de toute façon avant la fin de l'émission. Et figurez-vous que mon appel a été entendu, Renaud et Pierre, puisque Michel, qui nous a laissé le message sur le répondeur des aventuriers de l'étrange, est avec nous. Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien et je suis très surprise d'être passée à l'antenne. Au moment où j'ai allumé le poste, un peu tardivement, j'ai entendu mon témoignage. C'est-à-dire que vous en remercie. Attendez, quand vous avez allumé le poste, vous avez entendu tout de suite votre voix ? Oui. Ah, c'est pas mal ça. Et j'ai entendu tout de suite Michel de Hoche. Alors là, j'étais stupéfaite parce que ça fait quand même longtemps que je vous avais appelé puis ça avait peut-être pas été pris en considération. Oui. Surtout, vous ne nous aviez pas laissé votre numéro de téléphone. C'est une grave erreur. Oui, cher Michel. Donc, puisque nous avons le plaisir de vous avoir avec nous, je vais vous laisser entre les mains de Pierre et de Renaud pour que l'on puisse aller un petit peu plus loin, vous poser quelques questions concernant ces musiques. Vous vous rappelez de ces musiques dont vous nous avez parlé. Renaud, je suppose que vous avez quelques questions à poser à notre ami Michel. Bonsoir Michel, contente de vous entendre directement. Déjà, vous avez entendu un peu nos explications, enfin nos tentatives de catégorisation des phénomènes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh bien moi, tout de suite après le décès de mon neveu, il se passait tellement de choses bizarres. Enfin, ça a surtout commencé par la musique. Un jour, mon fils m'a enregistré une cassette de chants de Noël que je voulais qu'il me fasse, enfin des chants classiques, qu'il nous reçut ou autres. Et puis j'ai entendu des chants, mais extraordinaires, qui venaient, je sais pas, je peux pas dire d'un autre monde, mais d'une finesse, ça m'en donnait la chair de poule. Et je l'ai écouté plusieurs fois, réécouté. Et quand mon fils est venu, je dis mais où tu as pu trouver des chants comme ça? Il m'a dit mais qu'est-ce que tu me racontes? J'étais enregistré, tu l'as reçu, enfin du classique. Et de là, j'ai voulu lui faire écouter la cassette et il n'y avait plus rien. Vous avez fait écouter dans un autre lecteur ou dans un autre non, la même chose chez moi, au même endroit, même lecteur de cassette. Ah, étonnant, oui, c'est vrai que c'est étonnant que ça disparaisse. Très étonnant. Et j'avais lu une fois un bouquin comme ça, un livre, et la personne avait perdu son fils et elle communiquait souvent avec lui et elle avait justement aussi entendu des chants comme ça et ça m'en avait donné aussi la chair de poule parce que c'était des chants, elle expliquait comme moi, des chants qui venaient comme d'un autre monde, très très jolis, très fins, très... Ouais. Si vous pouviez les définir, d'abord c'était des voix humaines. Non, c'était que étrangères. Oui, mais des voix humaines, c'était ça sortait de gorge humaine, quoi, comme des chants grégoriens en plus fins, en plus aériens, mais c'était comme une chorale. Et je dis quelque chose qu'on n'entend pas. La langue dans laquelle il chantait. Indescriptible, c'était pas de l'allemand, c'était pas, je peux pas vous dire. C'était pas de l'italien, c'était pas du latin, c'était. Ah non, ni latin, ni rien, pas du tout. Ouais. Non. C'est russe, je sais pas. Non, même pas. Ouais. Et vous avez regardé, est-ce que vous avez eu la curiosité, parce que Renaud a soulevé cette possibilité, que la bande se soit complètement retournée, et ce qui fait que ça aurait passé la musique à l'envers ou de manière un petit peu... Elle était la bande. Non, elle était possible parce que On vous entend très assuré, Michel. Vous nous appelez depuis un portable, j'imagine. Oui. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a ces petites sautes. D'accord. Et en ce qui concerne, en revanche, l'histoire, vous travailliez dans une boulangerie, c'est ça? Oui, parce que entre-temps, après cette cassette, il y a eu autre chose. Mon mari, qui ne croit absolument pas en tout ça, revient du garage où il était. Il me dit, mais c'est incroyable. Je vous dis, il était tout blanc parce qu'il était choqué. Il sait que moi, ça m'arrivait. Mais à lui, non. Et il sort de son portable. Il me dit, il est sorti de mon portable dans ma poche un chant de Noël. Je dis, mais attends, mais c'est pas possible, quoi. Il me dit, si, je te jure, je te promets. Il est sorti de mon portable qui était dans ma poche. Des chants de Noël. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'était des chants de Noël? Eh bien, parce que c'était d'abord au moment de Noël, et puis c'était, je sais pas, enfin, moi je l'ai pas entendu, hein. C'est lui qui m'a dit c'est des chants de Noël. Donc vous ne les avez pas entendus, quoi? Non, moi non, mais alors là, je peux vous dire que mon mari qui croit pas en tout ça, là, il était vraiment, il m'a dit mais c'est pas possible que... Mais j'ai dit, tu vois, quand je te le dis, c'est pas des mensonges, quoi. Ouais. Pierre? Et alors la troisième fois, c'était à la boutique où je travaillais, et là, il y avait des témoins, il y avait des clients. Je dis, excusez-moi, le téléphone sonne dans l'arrière-boutique. Et j'ai cru tout de suite que c'était un téléphone d'un employé. Il n'y avait pas de téléphone d'employé. Le fax était débranché, et là... mon patron m'ayant vu dans l'arrière-boutique, et se demandait ce que j'y fais, puisque il y avait du monde dans la boutique. Je suis venu décrocher un téléphone. Et il me dit, ben non, le téléphone il est pas branché, le fax n'est pas... Il est sorti encore de la musique, voilà. Alors donc, ce qui fait que votre patron n'a pas entendu cette musique, lui? Non, mais les clients l'ont entendu, parce qu'il y avait une dame, elle m'a dit, oui, allez-y, je vous en prie, elle a entendu de la musique. Oui. Pierre, ton analyse? Bonsoir Michel. L'analyse est un petit peu délicate parce que je suis bien forcé d'arriver au discours, aux événements que racontent des gens qui ont perdu un proche. On peut pas se focaliser sur la musique, comme je le disais tout à l'heure, pour des raisons d'enregistrement extraordinaire, paranormal, qui pourrait se produire dans la nature ou ailleurs, enfin, qui surgirait comme ça. Là, on est vraiment dans un contexte d'un décès.
Donc peut-être on est en situation de poltergeist. Comment ces phénomènes est-ce que d'abord ils ont modifié votre vie courante et quel impact ils ont eu sur vous en fait? Ben oui, parce que j'étais quand même un peu choquée de tout ça, parce que s'il y avait eu encore que la musique, mais il y avait plein de choses qui étaient bizarres. Quand on était en famille, un vase qui s'est cassé une fois, une trappe qui s'était ouverte pendant qu'on n'arrivait jamais à l'ouvrir, plein de choses comme ça. Et donc moi, je crois quand même qu'il existe une vie ailleurs. Donc, est-ce que c'est parce que j'y crois qu'il se passe tout ça? Mais il y a des témoins, je suis pas la seule. Ainsi que pour tous des objets que je perds, et quand je parle à mon neveu qui est là-haut, je lui dis il faut absolument que tu me retrouves, et puis il s'avère qu'on a retrouvé, j'ai toujours tout retrouvé, même un petit diamant une fois dans mon jardin, et je lui disais je t'en supplie, il faut que tu me le retrouves. Enfin bon, c'est peut-être tout à fait idiot ce que je vous dis, mais c'est comme ça, quoi. Non, c'est absolument pas idiot, bien au contraire. Mais est-ce que, Michel, il vous est arrivé d'envisager, c'est une hypothèse que je lance, je ne suis pas spécialiste, loin de là, Renaud Évrard et Pierre Massias me fileront une calotte si jamais je dis une bêtise, mais est-ce que vous n'avez pas envisagé que ce soit vous qui produisiez ce genre de phénomène? C'est-à-dire, vous, dans votre tête, vous dites, voilà, est-ce que le prénom de votre neveu qui est décédé, c'est Philippe. Vous pensez que c'est Philippe qui le fait, mais est-ce que vous n'avez pas envisagé que c'est vous qui le fassiez finalement? Je sais pas, mais de manière inconsciente, je veux dire. Que je perds et que je retrouve, parce que les ciseaux, ce que j'entendais tout à l'heure, voilà, tout à fait. Les ciseaux, ils n'ont pas été perdus en une journée. Pendant 3 semaines, je les ai cherchés. Mon tiroir, il a été vidé maintes et maintes fois. J'ai cherché partout avant d'en racheter chez le pharmacien et de retrouver un matin. Alors là, ça a été choquant. Quand on voit un tiroir où il y a un peu de choses dedans, et qui est tout dégagé comme ça, sur un angle, et ces 2 ciseaux sont bien posés l'un à côté de l'autre. Je les reverrai toute ma vie, et parce que j'ai tout de suite demandé à mon mari si c'était lui qui avait retrouvé les ciseaux, mais non, quoi. Et il y avait que nous, 2 dans la maison. Ils étaient bien posés là, alors là, c'est pas du tout... Alors, rien. Depuis ce jour-là, alors là, les musiques, je sais pas ce qui s'est produit, mais les ciseaux là, mais en fait, le problème, c'est que les personnes qui font face à ce genre de phénomène, elles ont souvent plusieurs hypothèses, et c'est vrai que c'est pas évident l'hypothèse de la psychokinèse, c'est quand même finalement assez coûteuse, quoi. Il est plus simple de penser que quelque chose d'extraordinaire s'est passé qui n'est pas de nous. Mais il faut pas confondre l'intelligence du phénomène ou l'intelligence de la mise en scène auquel on assiste et le fait de dire que c'est une intelligence extérieure. C'est-à-dire que si ces phénomènes de psychokinèse existent, ils sont thématiques. Ils prennent sens. Expliquez-vous là, Renaud. Thématiques, c'est-à-dire que quand on parle de phénomènes inconscients aussi, par exemple comme un lapsus ou un mot d'esprit, ils s'incrustent dans la phrase, c'est des jeux de mots, c'est fin quand même, il se passe des choses, on n'avait pas prévu de dire ça et puis on dit une grosse bêtise, mais très intelligente d'un point de vue inconscient, c'est-à-dire que il y a tout un travail invisible qui se fait. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est extérieur à nous, mais il y a tout un travail d'espièglerie, d'intelligence qui se fait, qui justement vient nous donner du sens par rapport à ça. Mais on n'a pas le droit, pour autant, de décider si c'est quelque chose qui nous appartient pas du tout, qui est totalement extérieur, ou si c'est un phénomène qui nous concerne, qui nous répond, qui interagit avec nous. Oui. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse d'une psychokinèse? C'est-à-dire que ce soit Michel qui produise ce phénomène de manière inconsciente. Voilà. C'est vrai que peut-être qu'il y a même de moi un phénomène. Souvent j'ai des prémonitions. Je pense, tiens, il va arriver quelqu'un, il va se produire quelque chose qui se produit. Ça me fait peur parce qu'en définitive, mes enfants me disent, c'est toujours peur pour nous en voiture, mais tu vas nous porter la poisse.
j'ai peur maintenant de ça, de penser à quelque chose et que cette chose arrive avec tous ces phénomènes. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est pas vous qui portez la poisse, mais quand quelque chose va arriver, vous le sentez avant que ça arrive. Alors vous le dites évidemment, mais ce n'est pas vous qui provoquez le phénomène. Le phénomène est déjà inscrit. C'est comme un feu rouge que vous voyez de beaucoup plus loin que les autres, quoi. Vous avez une vision beaucoup plus fine et qui porte beaucoup plus loin que le simple du commun des mortels. Donc vous dites attention, si on continue dans cette voie-là, on va se le prendre. Et comme forcément les gens ne vous croient pas, ils continuent dans cette voie-là et forcément ils se le prennent. Et là, vous en êtes vous-même à vous dire, mais alors finalement, c'est moi qui le provoque. Non, vous le voyez de loin. Mais vous avez beau avertir les autres, ils vous font pas confiance en disant bon on va peut-être contourner le truc, quoi. Comme ça, il nous arrivera rien. Mais vous leur donnez une chance de pouvoir le contourner. Mais maintenant, s'ils vous croient pas, c'est pas de votre faute. Mais là, les gens sont obligés de me voir parce qu'ils savent à quel point ça m'a choqué tout ça. Ils savent que je ne mens pas et il s'est produit aussi des phénomènes en famille parce que mon neveu adorait les grandes fêtes de famille. Il se passait toujours des phénomènes quand on était à plusieurs. Tout le monde l'a constaté. Bon. Oui. Et là, par exemple, est-ce que dernièrement, il vous est arrivé quelque chose d'un peu particulier ou finalement ça s'est calmé Noël, non. Depuis Noël, depuis les fêtes, non. Toujours Noël revient, hein? Oui, parce que je sais pas. Est-ce qu'il était toujours avec nous à Noël? C'était toujours les grandes fêtes que nous faisions et puis je sais pas. Oui, c'était quelque chose d'emblématique pour vous, quoi. C'est un symbole fort. Et là, depuis ce Noël-ci, il n'y a plus rien. Non. Ouais. Mais par contre, quand je perds quelque chose, écoutez, plein de choses que je dis, oh là là, je l'appelle, quoi, je lui parle. C'est vrai que je lui parle. Ouais. Je lui parle, je vis avec. Mais oui, si ça vous aide à vivre, pourquoi pas? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon ange gardien. Oui, plein de choses. Enfin, c'est vrai qu'il s'est quand même produit quelque chose parce que dernièrement, j'avais envie de changer de maison. Je rêvais d'avoir une très très belle et grande maison. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a proposé une maison magnifique, la maison de mes rêves. Et je viens d'emménager il y a 15 jours. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous voyez, après, ça devient des petites choses, mais ça, c'est une coïncidence, quoi. Des choses comme ça, quoi. Ouais. Michel, je vais vous demander un service parce que j'ai perdu là juste en rentrant dans le studio les 6 chiffres gagnants du prochain loto. Vous les auriez pas retrouvés par hasard? Non, malheureusement, ça j'arrive pas à... non. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais Pierre, qu'en penses-tu? Michel a l'air d'avoir de vraies capacités finalement. Ce que j'en pense, c'est on se retrouve vraiment dans un cas que je dirais indécidable ou dans lequel on ne pourra pas convaincre d'une si c'est Philippe, son neveu décédé, qui provoque ça, ou si c'est elle qui de manière inconsciente le provoque. À un moment, je remarquais que les événements se produisent au moment il me semble la plupart du temps et toujours maintenant, au moment où vous appelez de l'aide, vous demandez de l'aide à Philippe. Donc à ce moment-là, vous sollicitez, bien sûr, un certain nombre de personnes interpréteront cela comme une intervention de Philippe. D'autres diront, moi je suis désolé, je suis dans le courant d'idée de dire à ce moment-là, vous appelez votre propre faculté. Disons que on peut encore se passer de l'explication par la survivance. On peut rester au niveau explication par des facultés inconnues de l'homme. Maintenant, qui pourrait vous convaincre de l'une ou l'autre voie? Je vois pas. Donc après tout, si vous vivez très bien comme ça. Si ça vous va, ça nous va, Michel. Voilà. Oui, écoutez, finalement. Ça me va parce que. Mais sachez qu'il y a cette deuxième hypothèse qui serait que c'est peut-être vous qui provoquez ce genre de phénomène. Oui, j'aime mieux pas penser que ce soit moi, j'aime mieux penser que ce soit lui parce que les choses concrètes que je retrouve et qui sont là et que je sais que c'est perdu, je sais que ça vient pas de moi, elles arrivent comme ça. Alors je me dis c'est obligé qu'il y a quelque chose. Bon, très
Très bien. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir appelé, Michel. Merci beaucoup. Et alors, Merci à vous. Et j'écoute toujours votre émission. Je suis très fidèle à votre émission. c'est très gentil à vous. Et alors, s'il vous plaît, une dernière petite chose. La prochaine fois que vous nous laissez un message, n'oubliez pas le numéro de téléphone. Oui, bah oui. Hein, pour qu'on puisse vous rappeler. Bonne fin de soirée, Michel. Merci, pareillement. Au revoir. Dans quelques instants, juste après la pause, nous allons renouveler l'expérience que l'on vous a proposée tout à l'heure, à savoir une expérience de psychokinèse avec vous qui nous écoutez. Dans l'ambiance de notre studio, il y a un générateur aléatoire qui produit des 0, des 1 de manière tout à fait aléatoire. Vous allez durant 1 minute vous concentrer pour lui proposer, lui demander, l'obliger à produire des 1. Une pause pub et on se retrouve dans quelques instants pour lancer cette deuxième expérience. Sud Radio. Louis Bénédy. Les aventuriers de l'étrange. Samedi et dimanche prochain, les aventuriers de l'étrange seront en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers, avec de nombreux invités qui vont se succéder à l'antenne. Nous parlerons d'une énigme historique, le Baphomet des Templiers, cette relique qu'auraient adoré les Templiers et qui aurait disparu dès que les Templiers se seraient sentis menacés. Nous parlerons de chamanisme, nous parlerons de Kabbale, nous parlerons des anges, nous parlerons des mandalas. Si vous voulez savoir un petit peu plus sur ce Salon du Livre ésotérique et philosophique qui va se dérouler donc samedi et dimanche prochain dans le Gers, voici leur site internet, c'est salonliber.org, salonliber.org, et il y a toutes les informations, le lien, je pense, Pierre Massiel, sur ton site internet, sur notre site internet, psyland.org. Hein. Oui, le lien est présent. Pour avoir toutes les informations concernant cette manifestation en direct de laquelle je serai samedi et dimanche prochain. Expérience. Tout à l'heure, l'expérience a été intéressante, ce test, je préfère employer le terme parce que je voyais Pierre qui me faisait les gros yeux. Test donc a été concluant. Deuxième test de psychokinèse, vous connaissez le principe, une musique va démarrer pendant 1 minute. Vous allez vous concentrer sur l'ambiance de notre studio. Il y a ce générateur aléatoire qui produit des 0 et des 1. Il faut que vous l'obligiez, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, à ce qu'il ne produise que des 1. Et à la fin de cette minute, analyse des résultats avec Pierre et Renaud Évrard. Vous êtes prêts? Attention, on y va. Fin de ce deuxième test d'expérience psychokinétique. C'est comme ça que l'on dit, Pierre? Psychokinétique, oui, ça me plaît bien. Parfait. Donc évidemment, tout le monde attend derrière leur transistor, moi aussi, derrière parce que t'es planqué derrière les ordinateurs, les écrans. Alors, quels sont les résultats de ce deuxième test? Bon, alors ce coup-ci, on a eu des variations du résultat, je vais dire, qui se rapprochait tantôt d'un résultat significatif, tantôt qui s'en éloignait. Ouais. On se stabilise dans une configuration où le résultat n'est pas significatif. Cela dit, bon, on pourrait discuter un petit peu déjà sur 2 expériences qui comptent quand même 300 essais chacune. On pourrait parler d'un certain nombre d'effets connus de la parapsychologie. On va pas le faire ici parce qu'on est dans le cadre d'un test. Par contre, donc
depuis quelques jours, je vais dire, j'utilise ce générateur aléatoire sans faire de test. Pendant l'émission, un petit peu avant le démarrage du premier test, je l'avais lancé plusieurs fois. Entre les deux tests, je l'ai lancé plusieurs fois. Ah bon? Et oui, parce que ça me permettait d'obtenir quand même des essais comparatifs. Témoins, d'accord. Des essais à vide, des essais témoins. À aucun de ces moments, de ces essais témoins, je n'ai eu de résultats significatifs. Ok. Alors, le générateur se comportait de manière tout à fait normale. Il faisait son métier de générateur aléatoire. Exactement. Et bon, personnellement, je trouve que c'est un petit peu impressionnant de le voir démarrer en 5 secondes. Il se met au vert et puis il reste. C'est quand même intéressant, je vais dire. Donc je dirais que globalement, sans donner de résultats formels, ces deux essais me paraissent pas mal, me paraissent intéressants pour imaginer quelque chose de plus construit. Renaud Évrard, votre analyse quand même, à vous aussi. Je peux pas vraiment dire beaucoup plus que Pierre. C'est intéressant de faire des tests comme ça. On voit bien que c'est pas forcément la reproductibilité qu'on attendrait vraiment à volonté, mais que peut-être un grand nombre d'expériences et une méta-analyse ou une analyse complète de tous les résultats orienterait peut-être favorablement vers l'hypothèse d'une psychokinèse. Pierre, tu m'as dit lorsque on a lancé le test et que nous étions hors antenne que j'avais commis une erreur dans la manière de demander aux gens de se préparer. Et ça, c'est important, il faut le souligner. Une erreur, disons que il aurait été de bon aloi, je dirais, un petit peu avant le deuxième essai, quand même, de faire une recommandation aux auditeurs qui voulaient participer, qui aurait été un petit peu d'oublier le premier essai, de se remettre dans l'état d'essayer de se remettre dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient au démarrage du premier, c'est-à-dire un petit peu dans l'idée, on va faire quelque chose, on va tenter le coup, on va voir si ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche pas, tant pis. Il faut lâcher prise en quelque sorte, c'est ça? Disons que il faut pas trop en vouloir, parce que trop en vouloir, ça va en fait inhiber. Ça crée une contrainte et du coup ça stresse, et là voilà. C'est un effet qu'on remarque assez couramment. Donc voilà, en fait, il aurait fallu simplement dire aux gens de ne pas prendre en compte, d'oublier. Le mieux c'est infaisable, mais le mieux c'est d'aller dans le sens oublier le premier essai. Repartir à neuf. Il nous reste à peine 5 petites minutes. On peut se permettre sans doute, après ces recommandations, de relancer un troisième test, là, tout de suite, maintenant, pendant 1 minute, pour voir ce que ça donne, pour le fun, pour le plaisir. Qu'en penses-tu? Pour le fun. Allez, c'est parti. Fin de ce troisième test que nous venons de réaliser. Alors Pierre, qu'est-ce que ça a donné ce coup-ci? C'est abominable comme test, surtout quand on regarde les résultats en temps réel. La gamme des couleurs dont je parlais tout à l'heure, qui va du rouge vers le vert, du non significatif au significatif, dès le lancement du troisième essai, on est monté comme au premier essai, en 5 secondes, on est monté au vert.
c'est-à-dire résultat significatif. Ouais. Et il s'est maintenu dans cette gamme de résultats significatifs pendant la majeure partie du temps. Et dans les 10 dernières secondes, 10-15 dernières secondes, le résultat s'est redirigé vers un résultat non significatif. D'accord. Donc un comportement en temps réel du générateur qui est, comment dirais-je, amusant. C'est tout ce que tu trouves à dire. C'est amusant. Bah, tiens. Mais le résultat final, et c'est lui qu'on doit prendre en compte, n'est pas significatif. D'accord. Mais je resterai sur l'idée quand même que j'ai énoncée tout à l'heure, que globalement, on peut penser à essayer quelque chose de mieux encore. Ouais. Renaud Évrard, c'est plutôt encourageant, hein, ces 3 tests finalement. Et oui, je pense que c'est un début. On va sûrement aller vers d'autres tests encore plus amusants, plus compliqués. Et je pense que ça pourra intéresser les gens de se rendre compte qu'on fait des expériences en parapsychologie, que c'est possible, que ça se teste et que voilà, on peut obtenir des résultats. Bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre pour cette expérience qu'on retentera. On va retravailler dessus et retenter quelque chose peut-être d'un petit peu plus sophistiqué, un peu plus complet peut-être. On va y penser. Durant l'été ou à la rentrée. Renaud Évrard, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. À bientôt alors. Au revoir. Au revoir. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédy, les aventuriers de l'étrange. Merci à ceux et celles qui nous restent fidèles. On se retrouvera le week-end prochain, vous le savez, en direct depuis le Salon du Livre ésotérique et philosophique de Condom dans le Gers. Un site internet si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce très beau salon du livre ésotérique et philosophique. C'est donc salonliber.org, salonliber.org. Il y aura 2 expositions, calligraphie arabe, mandala. Il y aura également 10 conférenciers. Un événement où je serai en direct pour les 2 émissions. Merci à Pierre Massiès qui m'aide à construire ces émissions justement, Mathieu qui les réalise, Morad qui est au standard. Et rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Bonne nuit.